Peuple de YouTube, deuxième match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Après un match plutôt raté dans le contenu face à l'équipe d'Australie, on s'attendait quand même à une réaction de l'équipe de France face au Pérou. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas été facile. Débrief. Alors avant de parler de contenu du jeu, etc., l'objectif il est atteint, on est qualifié pour les huitièmes de finale, voilà, c'est le plus important, on n'est pas sûr de terminer premier, va juste falloir un match nul, juste un match nul contre le Danemark pour le dernier match de phase de poule. J'ai vu le Danemark jouer tout à l'heure contre l'Australie, c'est pas fou, mais on a bien vu dans ce mondial, faut sous-estimer personne. La preuve, le Pérou qu'on a joué tout à l'heure s'était présenté comme une équipe beaucoup plus faible que l'équipe de France, mais ils ont joué avec ce qu'ils avaient, de la hargne, de l'envie, costaud dans les duels, avec un public de fou, parce que ça n'a rien à voir avec le public de l'équipe de France, hein. La ferveur péruvienne, la ferveur sud-américaine en général dans ce mondial-là, c'est vraiment quelque chose, ils placent la barre très très haut. Tout ça pour dire que l'équipe du Danemark, c'est vraiment à notre portée, et on a les armes pour finir premier de notre groupe. Pour commencer, on va parler rapidement de la composition d'équipe. Il y a beaucoup de différences par rapport au premier match face à l'Australie. Lors du premier match, il a commencé avec une attaque Griezmann, Mbappé et Dembélé. On a vu ce que ça a donné, c'était vraiment catastrophique. Il a fallu la rentrée de Giroud pour débloquer tout ça. Donc voilà, il est revenu pour ce deuxième match à ce qui a fait la force de l'équipe de France jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un 4-2-3-1 ou un 4-4-2, appelez ça comme vous voulez, avec un Griezmann en soutien de Giroud, Mbappé sur le côté droit. Alors la surprise, c'était Matuidi à gauche. J'avais vu Matuidi jouer sur ce poste-là avec le PSG, c'était en Ligue des Champions je crois. Ça n'a pas été une grande réussite. Ce soir aussi, ça n'a pas été une grande réussite. Moi, ce qui me fait un peu chier, c'est que on est l'équipe de France en fait, et on est obligé de s'adapter aux adversaires. Enfin, Didier Deschamps se sent obligé de s'adapter aux adversaires. Non, Didier, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Est-ce que tu vois le Brésil, l'Allemagne, etc. s'adapter à son adversaire? C'est eux qui imposent leur style de jeu, c'est eux les grosses équipes. Et moi, ça me fait un peu chier de voir l'équipe de France toujours devoir s'adapter à l'équipe qu'elle a en face, au lieu vraiment de proposer son propre style et de forcer l'adversaire à s'adapter à lui. Parce que là, en l'occurrence, contre le Pérou, apparemment, leur arrière droit, c'est le joueur le plus rapide du monde. Il court à 2000 km/h, je sais pas quoi. Donc, il a mis Matuidi ailier gauche pour le bloquer. Et ce que j'ai vu du match, ça n'a pas forcément fonctionné parce que Advincula, je l'ai vu beaucoup apporter offensivement, centrer, etc. Heureusement, sur le côté gauche, il y a un joueur comme Hernandez, vraiment un top joueur. Heureusement qu'elle n'a pas choisi l'Espagne, pendant un moment il hésitait là. Un top joueur. Personnellement, je le préfère à Benjamin Mendy. On pourra me dire ce qu'on veut, Mendy, il a été blessé, je sais pas quoi. Hernandez, c'est une machine. Il a ce vice à l'espagnol. On sent vraiment qu'il est entraîné par Diego Simeone toute l'année. C'est vraiment un chien sur le ballon, il n'y a rien à dire sur ce poste de latéral gauche. Hernandez MVP. Ensuite, c'est du grand classique dans l'axe. Umtiti, Varane. Donc, ce que je peux dire de la charnière, ils n'ont pas été mis en grand danger pendant le match. Leur duel aérien, ils ont plutôt été remportés. Donc voilà, ça a été un match assez tranquille pour la charnière. Ensuite à droite, Benjamin Pavard. Il a été un peu moins bon que d'habitude, il m'a habitué à mieux. Mais bon, je vais pas tout remettre en question par rapport à Benjamin Pavard. Même si sur ce match-là, l'action la plus dangereuse venait de son côté. C'était une action, un jeu rapide entre trois joueurs péruviens qui se termine sur une frappe qui touche l'arête d'Hugo Lloris. C'était une action qui venait de son côté. Mais bon, à part ça, il s'est pas vraiment fait prendre de vitesse, il a plutôt remporté ses duels, mais offensivement, il a aussi un peu moins apporté pendant le match. Ensuite, Kylian Mbappé, Mbabos, vraiment c'était une machine sur le match. Il a fait l'amour à tous les joueurs péruviens qu'il avait en face de lui. Viens que je te mets une roulette, je te mets crochet, Cristiano, il leur a tout fait, tout ce qui était possible dans le football, il leur a tout fait. En plus de ça, il vient marquer, c'est lui qui libère l'équipe de France. J'avoue, il a fait le chacal, il aurait pu laisser le but à Giroud, mais tu reconnais un vrai attaquant à son sens du but. Le mec, il laisse pas une miette. Il a l'occasion de marquer, il plante, il veut rien savoir. Et ça, on peut pas lui reprocher. Après, il est sorti vers l'heure de jeu et on a tout de suite senti que c'était le seul, un des seuls qui apportait vraiment de l'impact, du tranchant offensivement. Il a été remplacé par Dembélé et là, tu sens vraiment que Dembélé et Mbappé, malgré qu'ils ont quasiment le même âge, il y a une classe d'écart. Il y a vraiment une classe d'écart. Pendant un temps, il y avait un débat Mbappé, Dembélé. Mais sur ce genre de match, quand tu vois qu'il y en a un qui remplace l'autre et que tu vois que l'entrant n'apporte pas autant que celui qui était sur le terrain, en l'occurrence Mbappé. Voilà, Mbappé, tu sais qu'il a une classe d'écart. C'est vraiment le facteur X de l'équipe de France. Parce que notre soi-disant meilleur joueur, Antoine Griezmann, fantomatique. D'ailleurs, il a été aussi sorti sur ce match-là. Il a été sorti contre l'Australie, sorti contre le Pérou. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'il se remette en question, Antoine Griezmann, parce que il a peut-être un peu pris la grosse tête. Déjà, avant le mondial, quand tu vois l'annonce qu'il fait, il se prend pour LeBron James. Va peut-être falloir qu'il se reconcentre un peu sur son football parce qu'il a vraiment été
horrible sur ce match-là, horrible. Il a fait une bonne action en première mi-temps, l'action a commencé côté droit, Mbappé qui décale, je crois qu'il décale Griezmann qui est dos au but, et en se retournant en une touche, il redécale Hernandez, et Hernandez qui prend un peu de temps et qui frappe et qui voit rater sa frappe. À part ça, j'ai pas d'action, il n'y a aucune action qui me revient en tête d'Antoine Griezmann. Heureusement qu'il y avait Mbappé sur le terrain et Olivier Giroud, le mec qui reçoit 1 milliard de critiques par jour, le mec il a un mental de fou. Déjà contre l'Australie, quand il est rentré, on a senti qu'il était indispensable. Je suis pas un pro Giroud, hein, bien au contraire, je suis vraiment un mec qui a beaucoup critiqué Olivier Giroud, à juste titre parfois, mais force est de constater que depuis le début du mondial, le mec, il répond présent. Contre l'Australie, il rentre, il est décisif. Là, il aurait pu marquer le but si Mbappé, il a pas fait le crevard. C'est lui qui marque le but. Non, franchement, Olivier Giroud, rien à dire, t'es vraiment un monstre. Et ça fait du bien d'avoir un attaquant comme ça, qui pèse sur les défenses. Bon, après, je remets pas la qualité du joueur d'Antoine Griezmann, hein. Mais quand on me le présente comme le boss de l'équipe de France, comme le leader, le facteur X, quand je prends le Portugal et que tu vois Cristiano Ronaldo, là, c'est un boss. Là, c'est le facteur X. Là, c'est un mec qui te tire l'équipe vers le haut, qui te la fait gagner. Mais là, Griezmann, je suis désolé. À part faire le beau sur les réseaux avec ses annonces et tout, depuis le début du mondial, il est zéro. Donc, faudrait peut-être remettre en question, peut-être le faire commencer même sur le banc contre le Danemark et donner un peu plus de temps de jeu à Fekir. Parce que Fekir, je suis désolé, il a joué 10 minutes là. Mais en 10 minutes, il a fait plus que Griezmann en 80. Donc voilà. Après, si on veut voir le bon côté des choses par rapport à Griezmann, c'est qu'on arrive à gagner nos matchs sans lui. Alors imaginez ce que ça va être quand Griezmann il va se réveiller, il va se transformer en Super Saiyan, il va commencer à faire fermer la bouche à tout le monde. J'attends que ça moi j'attends que ça, que Griezmann là, dans les prochains matchs, il arrive, il crame tout et que la prochaine vidéo je ferme ma gueule. J'attends que ça par rapport à lui. Ensuite j'aimerais parler de deux joueurs, les deux joueurs du milieu de terrain, Pogba, Kanté. On va commencer par Pogba. Pogba, tout le monde se gêne pas pour le critiquer quand il est moins bon. À juste titre d'ailleurs. Mais quand il est bon, comme aujourd'hui, il faut aussi le mettre en évidence. C'est lui qui amène l'action sur le but de Mbappé, il décale Giroud qui croit sa frappe, bref, on connaît l'action. Dans le jeu, il a été vraiment très bon, transversal par-ci, transversal par-là, allez viens toi. Bref, il a fait vraiment un match complet au milieu de terrain, techniquement c'était très juste, physiquement, il était là le Paul. Donc voilà, on peut dire que c'est un match réussi. Ensuite à côté de lui, N'Golo Kanté, mais N'Golo Kanté, le mec, je lève la tête à droite, il est là, je lève la tête à gauche, il est là, bientôt je vais me mettre, avant de m'endormir, c'est lui qui va venir me border le soir. Le mec, il est partout, infatigable, et en plus de ça, offensivement, il est bon, dans le sens où techniquement, il est juste, il fait jouer les autres, à la relance, il fait les bons choix, etc. Non, franchement, le milieu de terrain aujourd'hui, il m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà, tout ça pour dire que la composition qu'on a eue aujourd'hui, ça doit être la composition que Deschamps il doit mettre en place à chaque match. Arrête de nous essayer des compos bizarres, de nous sortir des compos de je sais pas où ton chapeau ou je sais pas quoi. 4, 2, 3, 1, fin. Bon là on a parlé des joueurs cas par cas, etc. Là on va parler du match. On va parler du match parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Pourquoi l'équipe de France s'arrête de jouer à la mi-temps face au Pérou? C'est le Pérou en face. Moi ça me fait rire quand je vois qu'à la 80e minute, il y a des joueurs qui se mettent au poteau de corner et qui veulent conserver le score. On est l'équipe de France, de quoi on doit avoir peur? Je comprends pas. Soyez plus conquérants. Donnez aux équipes adverses de la peur, je sais pas. On n'a pas peur de l'équipe de France, je pense. Quand je vois les déclarations d'un entraîneur comme le Danemark, mais personne qui ferait des déclarations comme ça face à l'Allemagne ou à l'Espagne, hein. Mais l'équipe de France, ça fait plus peur, je suis désolé. J'en ai la preuve quand je vois des actions de jeu où les joueurs, ils essaient de gagner du temps, machin et tout. C'est le Pérou, c'est pas le Brésil. Donc soyez conquérants, c'est tout. Arrêtez de jouer comme des fiottes, là, à vouloir conserver le ballon à la 80e minute face au Pérou, machin et tout. Faut pas qu'on se prenne de but et tout. Plantez le deuxième, mais on n'en parle plus. C'est ça qui me rend ouf avec l'équipe de France, c'est qu'on a l'impression que c'était le Pérou en deuxième mi-temps qui était favori, qui était au-dessus et tout. On n'est pas sorti de notre partie de terrain, à part 2 ou 3 fois. Le gardien péruvien, il n'a pas été inquiété une seule fois en deuxième mi-temps. Et à part le but, il n'a pas été inquiété tant que ça finalement. C'est le Pérou. Moi, j'ai hâte de voir contre des grosses équipes. Déjà en 8e de finale, on peut taper l'Argentine s'il termine deuxième et que nous on termine premier. Soit l'Argentine, soit la Croatie. Ça va pas être le Pérou, l'Australie ou même le Danemark, moi je vous le dis. Hein. Et si on joue comme ça, comme des fiottes, pas conquérants, pas comme l'équipe favorite, ça va être compliqué je pense.
Mais on va me dire, ouais, on a gagné, c'est l'essentiel, machin, patati patata, peu importe la manière. Je suis d'accord avec vous, l'essentiel c'est de gagner. Mais on est l'équipe de France, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. On est présenté, c'est pas on est présenté, on est une des grosses équipes du mondial, on est un prétendant au titre. T'es obligé de décrypter un peu le fond de jeu et ce que l'équipe de France propose. Bon, après, on va ressortir un peu les bons côtés quand même, parce qu'il y en a eu, à commencer par le pressing. En première mi-temps, ça a été la grosse différence d'ailleurs par rapport au premier match face à l'Australie. Au premier match face à l'Australie, j'ai pas de souvenir d'un Mbappé ou d'un Dembélé ou même de Griezmann déclencher des pressings. Et là, le fait d'avoir mis Matuidi à gauche et Giroud en pointe, des joueurs qui portent les autres dans les efforts, etc., surtout Matuidi, et bah il déclenchait des pressings ces joueurs-là. Même Mbappé, il a fait les efforts défensifs. J'étais choqué de voir qu'il apportait du soutien à Pavard en défense. Donc voilà, moi pour finir avec le match, je pense que c'est plutôt une victoire individuelle que collective, parce que moi quand je vois regarder l'équipe de France, j'ai l'impression de voir 1 plus 1 plus 1 plus 1 et pas 11 joueurs unis ensemble. C'est ça en fait moi ce qui me saute aux yeux quand je regarde un match de l'équipe de France. Bon, je vais donner quelques tops et quelques flops. Pour commencer au niveau des tops, je vais mettre Pogba, numéro 1 Paul Pogba. Il a fait un match de patron au milieu de terrain, il a fait taire toutes les critiques. Il a vraiment été très très bon, il a apporté offensivement, solide défensivement. Donc voilà, match complet de Pogba. Ensuite, je vais mettre Giroud. La différence, on l'a senti directement entre le match de l'Australie et le match face au Pérou. Giroud, il est là, l'équipe de France, c'est une autre équipe de France. À lui seul, il peut changer le visage de l'équipe de France, Olivier Giroud, et c'est ce qui le rend indispensable. En flop, numéro 1, évidemment Blaise Matuidi. Déjà, Deschamps, il lui tire une balle dans le pied. Il le met à un endroit où le mec, il a pas l'habitude de jouer. Techniquement très pauvre. Offensivement, il a perdu beaucoup de ballons. Défensivement, on m'a présenté Matuidi comme le cadenas pour Advincula, le joueur le plus rapide du monde, je sais pas quoi. Et il s'est fait trouer les fesses à chaque fois que le mec, il montait. Heureusement qu'il y avait Hernandez. Lucas Hernandez. Le mec, c'est lui qui gérait défensivement tout ce côté gauche. Matuidi, je suis désolé, il a pas apporté ce qu'on lui a demandé et en plus de ça, techniquement, c'était pas bon. Bon, ok, au niveau du pressing, il a été plus que bon. Mais c'est tout, c'est tout. L'objectif de Matuidi sur le côté gauche, ça a été de bloquer défensivement Advincula et il l'a pas empêché de centrer, de faire ses percées, etc. Donc je le mets en flop. Dernier flop du match, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, ça doit être ta coupe du monde, c'est toi le boss de l'équipe de France, c'est toi le meilleur joueur de cette équipe. Sanji, il est d'accord avec moi pour le dire. Sanji, il est d'accord pour dire que t'as été zéro et que tu fais partie des flops de ce match-là. C'est trop peu, c'est trop faible, 2 matchs, 2 flops. Va falloir te réveiller, putain, va falloir te réveiller. Si on veut aller loin en coupe du monde, ça passera par Antoine Griezmann. Et pour l'instant, il est vraiment en train de passer à côté de sa coupe du monde, le mec. Pour terminer, l'enseignement du match, il est simple. Deschamps, garde-nous cette compo pour le prochain match. Vire Matuidi à gauche. Aimez-nous, je sais pas moi, peut-être relancer Thomas Lemar parce que Miskin, il a disparu des radars. Mais pas Matuidi à gauche, s'il te plaît. T'as ramené 23 joueurs, certain. Là, c'est le match du Danemark. On est qualifié, on a besoin que d'un match nul. Donc j'ai bien peur que tu vas encore jouer la défense avec Matuidi à gauche. Mais fais un test, on est qualifié. Essaye Thomas Lemar ou Florian Thauvin à gauche. Plutôt Thomas Lemar. Mais voilà, l'essentiel, c'est de garder cette composition en 4-2-3-1. Giroud, indispensable en attaque. Laisse-le, malgré qu'il a 800 points de suture, laisse-le. C'est tout pour moi les amis, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, me suivre sur les réseaux, tout le tralala, peace.